Et bon, il y a Armandine qui vient d'arriver. Ouais, je tenais en train de poser ses affaires. Dans les événements, souvent, je t'invite à une chaussée. Bonsoir à toutes et à tous. Si je vous dis que 9 start-upers sur 10 sont des hommes, sur 10 dirigeants de start-up, 7 ont fait de grandes écoles. Pourtant, d'autres modèles existent partout autour de vous, à Bordeaux. Des personnalités, des entreprises, des associations s'activent pour rendre l'entrepreneuriat et le monde de l'entreprise plus inclusif. D'ici quelques minutes, on va vous présenter 4 personnalités qui incarnent tout particulièrement cette volonté de faire bouger les lignes à Bordeaux. Entrepreneuriat, inclusivité. Je m'appelle David Jadar, je serai l'animateur de cette table ronde de ce soir, qui est co-organisée par Pépiteka, la Fédération d'associations Entreprendre pour apprendre, et avec la complicité évidemment, et on les remercie, de l'Université de Bordeaux. Je vais d'ailleurs appeler dès maintenant Annabelle Jouison, chargée d'animation et d'accompagnement pour le Pépiteka, ainsi que Anaïk Juzy, directrice régionale de la Fédération Entreprendre pour apprendre. Merci de votre accueil et de vos applaudissements. Merci David. Bonsoir, bienvenue à tous. Je vais juste rapidement vous donner une petite phrase pour vous expliquer ce qu'est le Pépiteka, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il y a peut-être pas mal de monde qui le connaissent dans la salle. Donc le Pépiteka, c'est un dispositif qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur, qui permet aux étudiants qui portent des projets en parallèle de leurs études d'être accompagnés. Donc en fait, nous, on est toute une équipe. Donc le Pépiteka, c'est au niveau Sud Nouvelle-Aquitaine. Donc on est coporté par les établissements de l'Université de Bordeaux, l'Université de La Rochelle, l'Université de Pau et des Pays de la Dour. Et on travaille en partenariat avec tous les établissements sur ces territoires. Donc on est toute une équipe ici à Bordeaux, il y a pas mal de monde dans la salle, et on accompagne des étudiants qui sont en études supérieures sur des projets entrepreneuriaux. Ça peut être de l'entrepreneuriat classique, ça peut être de l'entrepreneuriat à impact, ça peut être des associations. Donc on a organisé cette table ronde et cette journée en partenariat avec Entreprendre pour apprendre. À moi de présenter. Donc Entreprendre pour apprendre, c'est une association régionale, on fait partie de la fédération EPA France et on fait partie aussi de GA Worldwide et GA Europe, donc présent partout dans le monde. Notre vocation, c'est vraiment de développer les attitudes entrepreneuriales des jeunes. Notre cible, c'est les 9-25 ans. Donc oui, on a aussi des projets entrepreneuriaux à 9 ans. Et on met en place des aventures entrepreneuriales collectives pour qu'ils puissent apprendre en faisant. Et donc, on a des programmes qui s'appellent des mini-entreprises. On a vécu aujourd'hui une mini-entreprise XS. Alors, c'est comme les tailles de vêtements, hein. Nous, on a fait assez simple. Donc, on a eu une XS aujourd'hui et puis on va jusqu'à la XL. Aujourd'hui, ils sont allés dans l'idéation. On a des projets qui vont jusqu'au prototypage de l'idée et on a même des jeunes qui vont jusqu'à la commercialisation de leurs biens et de leurs services, même en collège et en lycée. Et donc, la vocation, c'est vraiment de développer tout ce qui est attitude entrepreneuriale pour faciliter l'insertion professionnelle et l'orientation des jeunes. Merci beaucoup Anaïk, merci Annabelle. Et je vais appeler maintenant Éric Dugas, professeur ici même à l'université et chargé de la mission handicap pour l'université. Merci Éric. Merci, bonjour à tous et à toutes. Allez-y, pas de souci. Bon, mais merci d'intervenir sur un concept assez important quand même, entreprise, entrepreneuriat et inclusivité. Alors pourquoi l'inclusivité plus que l'inclusion? Eh bien tout simplement, il faut faire un petit détour historique. On a souvent exclu par exemple les personnes qui sont fragiles, tout être est fragile, mais notamment les personnes en situation de handicap. Donc il y a une période où ils ont été exclus. Après, ils étaient tellement en dehors de l'ordinaire, on a ségrégué les espaces, on les a séparés. Donc c'était la période de ségrégation. Petit à petit, après, nous avons dit, voilà, il faut peut-être qu'ils s'intègrent.
Mais une personne qui s'intègre, qui est en situation de handicap, qui est fragile, ça veut dire qu'elle doit se plier à la norme. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, mais il faudrait quand même que la société s'investisse, permette justement d'adapter la société, la structure, un hôpital, une université, à ces jeunes, ça s'appelle l'inclusion. Sauf qu'à un moment donné, le balancier, il est trop important. Vous voyez, d'un côté, on doit s'intégrer, on doit faire l'effort de s'intégrer. De l'autre côté, on devient un peu plus passif et on attend qu'une structure nous inclue. Il faut un peu des deux. Et donc, quand on travaille avec des jeunes, ici, il y a les représentants justement des chargés d'accompagnement spécifique de notre service phase, qui sont des étudiants qu'on accompagne à besoins spécifiques. La demande, souvent, ici ou ailleurs, c'est de dire, voilà, faites pour moi, bien entendu, mais pas sans moi. Donc, il faut avoir un esprit participatif, partagé et partageant. Ça, c'est pas donné, et les mots faisant les choses, petit à petit, dans notre univers, dans le langage, on a incorporé qu'il fallait justement être inclus. Et donc, la déception est encore plus grande quand les droits, les lois ne sont pas concrétisés dans le temps. Le temps des institutions est rarement le temps des personnes en situation de handicap. S'il y a beaucoup d'hommes dans le cadre de l'entreprise, pour le care, c'est-à-dire le souci de l'autre, il y a beaucoup de femmes. Il y a peut-être trop de femmes, au détriment justement parfois de leur vie personnelle qui accompagne des jeunes en vulnérabilité et en fragilité. Alors quelque part, mais je ne vais pas trop prendre de temps, l'inclusivité, c'est en fait, je m'intègre selon mes moyens et vous m'incluez selon mes besoins. Et à partir de là, c'est participatif. Alors vu qu'il y a des jeunes dans la salle, prenez quelqu'un qui est au fond d'un gouffre. Vous l'entendez sa voix, et donc vous allez essayer de le sauver. Mais le gouffre, il est à peu près à 3-4 mètres de hauteur. S'il tend la main, c'est l'intégration. Si vous ne tendez pas la vôtre, il s'intègre tout seul, il ne sortira pas du trou. Mais vous voyez, l'inclusion, c'est pareil. Si vous mettez la société, la structure, ici l'université, si vous ne tendez pas la main, vous non plus, eh bien, je pense qu'il restera aussi au fond du trou. Donc, il faut que les deux puissent justement s'articuler. Il faut qu'il y ait une participation, un processus émancipateur. D'ailleurs, un de nos collègues anthropologues, Charles Gardot, il disait en 2012, la société inclusive, c'est un pléonasme. Car une société, par définition, justement, c'est inclure tout le monde. Donc, c'est un renforçateur. Et donc, il faut aller vers l'inclusivité. Et je pense que d'un point de vue des entreprises, on a un besoin de transformer justement nos sociétés, les adapter à l'ensemble. Il faut magnifier la diversité sans gommer les différences. Et c'est une richesse. Loin de te léser, eh bien, je t'augmente, Saint-Exupéry. Et je pense qu'il faut le vivre. Et je pense qu'on peut être transformateur. On peut avoir également des innovations grâce à ce travail qui est fait en tenant compte de l'altérité ou en tenant compte de l'autre. C'est comme ça qu'on progresse, qu'on appelle l'intelligence collective, mais aussi l'intelligence situationnelle. On parlait tout à l'heure de Canada, de d'autres pays. On doit s'adapter, bien sûr, aux personnes. Donc, vous voyez, cette intelligence situationnelle, cette intelligence collective est importante. Et si on n'adhère pas tous dans une entreprise à votre projet de vie, à votre projet d'entreprise, eh bien, il n'y aura pas la transformation. Il faut qu'il y ait la majorité d'un système qui adhère pour donner du sens à votre projet. Et là, vous pourrez transformer les choses. Sinon, vous allez vous épuiser et vous pouvez aller vers l'épuisement professionnel, vers le burn-out, parce que vous serez seul. Comme je dis souvent, quand on est dans un silo, ça engendre le silence, et le silence cloisonne et nous met en distance d'autrui. Ça, c'est important, ça s'appelle l'eumétrie, c'est-à-dire comment trouver, non pas la bonne distance, il n'y en a pas de distance, mais une distance moyenne qui permet de vivre, justement, de se frotter à l'autre, sans être trop, justement, avec l'autre, mais aussi ne pas être trop éloigné d'autrui. Donc, c'est un va-et-vient assez complexe, et donc ça se construit. Vous avez une grosse pelote de laine, il faut savoir tirer les fils, et quand on construit un projet, eh bien, il faut tirer in fine les bons fils, et tout le monde participe pour qu'il y ait une inclusivité sociale, bien entendu, de tous et toutes. Voilà, c'était mon petit mot introductif. Et j'ai un grand plaisir de voir ces jeunes, ces générations montantes, qui vont justement exprimer l'inclusivité, car ce qui sert à une minorité va servir à tous. Donc il faut magnifier cette diversité, qu'on est sensible à autrui, on peut être sensible à l'éco-citoyenneté, on peut être sensible au climat, etc. D'accord? Voilà, c'était mon petit mot introductif. Bienvenue à l'Université de Bordeaux. Merci beaucoup, Eric. Je vais arrêter de crier, je parle très très fort tout d'un coup. Tout au long de l'après-midi, une classe du lycée Brémontier à Bordeaux a fait la rencontre en fait des différents jalons
qui parsèment une aventure entrepreneuriale. Ils ont pu travailler en petits groupes, façonner des projets, apprendre à travailler en équipe. Ils ont pu être accompagnés par des étudiants entrepreneurs du réseau Pépiteka. Et 3 projets ont émergé, 3 projets évidemment autour des thématiques de l'inclusivité notamment. 3 projets ont émergé et nous vous proposons d'écouter leur pitch. Je vais accueillir le premier groupe gagnant. Alors on fait des grands non de la tête. Est-ce qu'il y a au moins une personne qui pourrait me faire oui de la tête et qui pourrait venir peut-être pitcher le projet? On peut les applaudir, imaginez-vous. Pour certaines, c'est la première fois qu'ils prennent la parole en public, devant autant de public en tout cas, donc merci pour votre accueil. Vous avez un micro, j'ai l'impression d'être Jean-Pierre Foucault là, avec mon micro filaire. Vous avez un micro, messieurs, dames, à vous de jouer. Je vous laisse le soin de vous le passer au fur et à mesure. Bon pitch. Alors bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter le projet que nous avons mis en place, qui nous tient énormément à cœur. Donc nous allons parler Les autistes. Ah, il faut que je commence là. Alors, de nos jours, les autistes ont beaucoup de mal d'exprimer leurs sentiments à leurs parents ou à leurs personnes proches. Ce problème a beaucoup de conséquences sur eux, par exemple le manque de communication ou alors le manque de socialisme, il ne peut pas s'intégrer avec les autres élèves, et aussi les crises de panique ou les crises d'angoisse. Ces problèmes commencent généralement dans le plus bas âge. Donc, mon groupe et moi, nous avons créé une application qui s'appelle App Emotion. Cette application permet aux parents de mieux comprendre leurs enfants, comme par exemple s'ils sont stressés ou pas. C'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Avec l'entièreté de l'équipe, on a travaillé sur ce projet. Au bout de quelques heures, on a pu faire la finalité. Alors, on a analysé chaque problème qui a été rencontré dans la vie d'enfants autistes. Et la plupart de ces problèmes étaient donc basés sur la parole. Et puisque aimer, c'est comprendre, nous avons développé une application permettant de donner l'amour que les enfants attendaient, tout simplement. À ton exemple. Alors, du coup, on va vous donner un exemple. Alors, par exemple, il y a un élève autiste, du coup, qui doit passer un oral à l'école. Donc, on sait que c'est déjà pas facile pour nous, personnes sans aucun handicap, de passer à l'oral. Donc, il est stressé et ils ont du mal à montrer leurs sentiments. Donc, ils peuvent agir avec des coups, ils peuvent se renfermer sur eux-mêmes. Donc, comme ils réagissent mal, on a créé cette application pour qu'avec leurs parents, ils puissent dialoguer. Donc, il va marquer sur l'application qu'il va passer un oral, qu'il est très stressé. Et avec ceci, il va pouvoir dialoguer avec ses parents et pouvoir en parler pour que ça le déstresse et qu'il puisse réaliser cet oral avec réussite. Voilà. Merci à tous les 3. Bravo, on peut encore les applaudir. Bravo. Ça leur demande beaucoup de courage. Ils ont dû travailler en un temps record. Bravo à vous. Je vais appeler maintenant le second groupe. Est-ce qu'il y a un second groupe? Oui, me voilà soulagé. Sinon, j'aurais trouvé le temps loin. Second groupe, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ben, les filles, c'est à vous de jouer. Qui va commencer? À qui je confie ce micro? À toi? C'est moi. Ouais. Allez, bonne chance. Bonjour à tous et à tous. Alors, on va vous présenter un projet pour les personnes qui ont des problèmes au niveau de l'accès à Internet. Donc, en 2023, il y a un tiers de la population mondiale qui reste privée de l'accès à Internet. Donc, ça veut dire 2,6 milliards de personnes. Donc, c'est un projet qui consiste à aider les personnes ne souhaitant pas inclure les outils numériques dans leur vie pour leurs démarches administratives. Donc, l'opportunité de ce marché, c'est que ce projet peut être une grande part de marché au vu des 15% d'électronisme. Donc, notre projet s'appelle Inclusion Numérique Compagnie. Donc, c'est une entreprise qui permettra d'accompagner les personnes ayant besoin d'aide pour les démarches numériques.
Elle propose une ligne téléphonique payante, donc des aides du coup sur les démarches administratives, dont par exemple par rapport à la banque, les papiers des états civils, les impôts, les factures ou encore les rendez-vous médicaux. On propose aussi une formation payante, donc c'est une aide à distance, téléphonique ou physique si besoin. Alors, nous sommes des jeunes entrepreneurs qui se soucient du manque d'intégration à l'inclusion numérique. On est la bonne équipe car on prend un élément à cœur, car on prend cet élément à cœur et nous sommes formés à ce sujet et sur toutes les plateformes différentes. Alors, je vais vous donner un exemple du manque à l'inclusion numérique. On va imaginer Monique, 75 ans, habituée à faire ses démarches sur papier, par exemple à la préfecture ou à la mairie. De nos jours, certaines démarches, donc dues à l'inclusion numérique, certaines démarches ne sont pas possibles en présence physique. Donc, elle refuse d'apprendre à faire ses démarches sur son téléphone ou sur son ordinateur, ou alors elle ne sait pas. Donc, notre entreprise va lui proposer une formation, va lui apprendre à comment faire. Donc, ce sera sur une petite durée limitée. Et comme ça, elle sera formée et elle va savoir comment faire ses papiers. Voilà. Merci les filles, merci beaucoup. On peut les applaudir encore beaucoup plus fort. Et il va être temps de passer au troisième projet. Troisième projet, j'ai une personne qui se lève. Tu es toute seule? Ben, bravo. Bonjour messieurs, dames. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un projet pour des jeunes ayant des freins à l'employabilité. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller chercher un emploi et qu'on vous dit que vous êtes trop jeune ou que vous manquez d'expérience? Nous, on a la solution. Apprendre ensemble jeunesse est une application qui permet aux jeunes mineurs et aux entreprises d'être en relation pour les aider à trouver un stage ou des formations pour leur projet d'avenir par la formation ou la professionnalisation. Cette plateforme permet aux jeunes mineurs de 14 ans à 18 ans de trouver un stage flexible pour se découvrir, de développer leurs compétences, mais aussi d'élargir leur réseau professionnel. Aujourd'hui, en 2024, on compte plus de 9 millions de jeunes mineurs cherchant une solution pour s'insérer dans le monde professionnel. Alors ensemble, construisons votre avenir. Un grand bravo, j'aurais aimé faire 10% de ça au même âge. Félicitations, bravo. Chose promise, chose due, il va être temps d'accueillir nos 4 intervenants et intervenantes de la soirée. Je vais appeler Armandine Kondoc, Marlène Sévère, Mohamed Ajoulou, Ramoni, ainsi que Nicolas Fesquet pour le démarrage de cette table ronde. Vous pouvez vous asseoir, voilà, juste ici. Marlène, est-ce que tu veux peut-être te mettre ici comme ça, voilà. Merci de votre présence. Merci au lycée Brémontier pour ces belles prestations. Merci à tous les quatre de votre présence. Armandine Kondoc, tu es la fondatrice d'Archimède, une garantie locative pour tous qui permet notamment une plus grande inclusivité, notamment aux personnes qui ne sont pas dans le circuit du CDI traditionnel. Marlène Sévère, tu es coordinatrice talent donc à la French Tech Bordeaux, à travers le French Tech Tremplin, qui est un programme visant donc à accompagner notamment des réfugiés, des chômeurs longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux, des étudiants boursiers, etc. Vous rendez l'entrepreneuriat accessible au plus grand nombre. Mohamed Ajoulou, tu es donc fondateur et directeur associé de l'association Soyons le Changement. Je crois que depuis 2016, vous avez accompagné environ 1400 jeunes
donc à la réorientation, à l'orientation des jeunes, notamment décrochés scolaires, pour les aider aussi bien à travers des ateliers de communication ou de leadership que pour les mettre en relation avec un projet professionnel concret. Et enfin, Nicolas Fesquet, tu es le cofondateur du Livre Vert, donc société bordelaise qui se donne pour mission de redonner une seconde vie au livre. C'est bordelais, société bordelaise, je ne me suis pas trompé? Oui. Ok. Qui redonne une seconde vie au livre et qui se donne en plus pour mission de réinsérer des chômeurs longue durée ou des bénéficiaires de minima sociaux. Donc, merci à toutes et tous de votre présence. Ce que je vous propose, c'est peut-être Armandine et Marlène de compléter cette présentation très brève, donc en quelques mots. Et puis ensuite, je demanderai à Mohamed et à Nicolas de vous imiter. Alors, à ce moment-là, je vais me mettre au fond, si vous voulez vous rapprocher. Allez. Ça va, Marlène? Ouais, ça va. Ouais, je vais me mettre là direct. Bonsoir à tous. Merci à vous d'être là et je suis ravie d'être là personnellement parce que c'est toujours un plaisir d'avoir Alexandre et Mohamed aussi depuis le début parce que j'ai été étudiante à l'IAE de Bordeaux et donc ils m'ont tous vu naître un peu comme vos projets aujourd'hui. Donc je suis un pur produit. Donc ce que je vais dire c'est vrai. Et surtout que ça me touche aussi par rapport à la thématique. Pas personnellement parce que je le représente peut-être physiquement, mais parce qu'au cours de mon parcours, j'ai dû apprendre à comprendre ce que c'est que l'inclusivité en fait. Donc pour rejoindre David rapidement, en fait j'ai développé Archimède qui est une garantie locative qui est basée sur les ressources financières, donc les avances de loyer, pour faciliter l'accès au logement à des personnes qui ont des ressources financières mais qui n'ont pas de garant, le CDI, 3 fois le montant, ou d'avis d'imposition parce qu'ils reviennent de l'étranger. Donc l'idée, c'est ça. Et pour dire pourquoi, ben, parce que je me suis retrouvée à la rue, non pas parce que j'avais pas de garant, mais parce que, ben, aussi parce que j'avais pas de garant finalement, mais aussi parce que j'avais des ressources, mais pas des personnes qui pouvaient se porter garant pour mon logement. Et je me suis dit, pourquoi ça existe encore en France de se retrouver à la rue parce qu'on n'a pas de logement, qui est quand même un pays où on peut avoir accès aux droits plus facilement. Voilà. Et tout est parti de l'idée et ça a commencé dans les bancs de la fac. Donc tout est vrai en fait. Voilà, je passe la parole à Marlène. Bonsoir. Alors du coup, moi je suis Marlène Sévère, je travaille à la French Tech Bordeaux pour dire 2 mots sur la French Tech. Donc on est à la French Tech Bordeaux, on est une association à but non lucratif. On porte le label French Tech qui est un label d'État qui a été créé il y a 10 ans. L'objectif de ce label étant de favoriser l'innovation au maximum en France. Nous, notre rôle, ça va être d'apporter le maximum d'outils concrets aux entrepreneurs de start-up pour les accompagner dans leurs enjeux de développement. Et moi, j'interviens spécifiquement sur différentes thématiques au sein de la French Tech, dont les sujets liés à la parité, l'inclusion, la diversité dans la tech, notamment via un programme dont David a parlé qui s'appelle French Tech Tremplin. Je dis 2 mots sur le programme. C'est un programme qui a été créé en 2019 qui part du constat fait par notre gouvernement que l'écosystème tech et start-up aujourd'hui est un écosystème très peu divers. Tu l'as dit tout à l'heure, 90% des fondateurs sont des hommes, mais je vais en rajouter encore dans la balance. Un entrepreneur de start-up aujourd'hui, c'est plutôt un jeune homme blanc de 30-35 ans issu d'école d'ingé ou de commerce, qui par biais de recrutement va aussi recruter derrière des personnes qui lui ressemblent. Et qu'est-ce que ça donne à la fin? Un écosystème très masculin et avec le même type de profil. Et ça, c'est vraiment problématique puisqu'on n'est pas du tout représentatif de la société dans laquelle on évolue. Donc l'État s'est dit en 2019, il faut absolument qu'on casse ce modèle. Et donc, on va créer un programme qui va permettre à des profils qui ne sont pas ce stéréotype de pouvoir lancer leur entreprise technologique ou innovante. Donc, on s'adresse effectivement à des étudiants boursiers, à des réfugiés, des bénéficiaires de minima sociaux, donc des personnes qui touchent le RSA, l'allocation adulte handicapé et d'autres types de minima sociaux, et aussi des personnes qui résident en quartiers prioritaires de villes et zones de revitalisation rurale. Ce sont des zones, pour ceux qui ne savent pas, soit en ville ou à la campagne, qui sont déterminées par l'État comme étant des zones où les personnes ont globalement moins accès que les autres au dispositif.
Et donc ce programme permet, pour une première phase qui s'appelle la prépa, de rentrer dans une sorte d'école de l'entrepreneuriat pendant 2 mois où on va vous donner toutes les billes pour pouvoir lancer votre entreprise, que ce soit des outils, mais aussi de l'ouverture à l'écosystème de l'accompagnement et du financement. Et une phase d'incubation pendant laquelle vous pouvez pendant 1 année bénéficier de l'accompagnement d'un incubateur gratuitement et d'une bourse de 22 900 € pour lancer votre projet. Voilà, et donc on accompagne des promos tous les ans et on est très fiers de le faire et de compter notamment Armandine parmi nos lauréats. C'est pour moi? Ouais. Bonsoir à tous. Je suis très honoré d'être parmi vous et de faire partie de cette table ronde pour parler d'un sujet majeur qui est l'inclusivité dans ce milieu de l'entrepreneuriat. Faut peut-être penser inclusivité dans tous les milieux. Donc l'entrepreneuriat en est un, mais c'est l'inclusivité en société qui est importante et tous les milieux sont des miroirs de notre société. Donc si on cherche à avoir une société inclusive, il faut qu'on s'attaque à ce sujet. Pardon. Donc je m'appelle Mohamed, voilà, j'ai 30 ans. J'ai grandi à Rabat, au Maroc. Il y a peut-être des gens qui y sont déjà allés. Voilà, j'ai grandi dans un quartier très populaire de la ville de Rabat. C'était le choix de mes parents de vivre dans ce quartier-là, et puis avec un engagement pour que on soit aussi en lien avec la population, de différentes cercles de société en tout cas. Et très jeune, j'ai été sensibilisé au fait qu'on n'avait pas tous accès aux mêmes opportunités d'avenir et que selon les personnes qu'on rencontrait dans notre vie, on allait avoir des portes qui s'ouvraient ou pas. Et ça a toujours été un engagement pour moi de essayer d'intervenir sur ce sujet-là pour amener une réflexion différente, amener une empathie différente, notamment en créant des points de rencontre où on se met à la place des autres, où on fait ce que font les autres. Et c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on élargit nos champs des possibles. Donc voilà, ça a été un engagement personnel depuis très très jeune. Et puis après, je suis arrivé en France à l'âge de 20 ans, en 2014, il me semble, pour faire des études de recherche en mathématiques approfondies, notre passion à moi. Et puis après, le plus j'avançais dans mes études, le plus je rencontrais des personnes, des jeunes, des étudiants qui ne savaient pas pourquoi est-ce qu'ils faisaient leurs études, qui étaient inscrits parce que la pression de la société voulait qu'ils soient inscrits, mais il n'y avait pas d'objectif, il n'y avait pas de rêve derrière, d'envie, de motivation. Et donc ça m'a remis un peu le pied à l'étrier. Je me suis dit, je vais faire une année de césure et je vais essayer de monter ce fameux projet. Et donc j'ai fondé Soyons Changement en 2016. En arrivant ici, j'essaie de me rappeler un peu de ce que je vais dire. Je me suis rappelé Alexandre Savin qui est là-bas au fond. La toute première année, quand j'ai fondé Soyons Changement, vous avez vu, j'ai un handicap et j'étais opéré de ma jambe. Donc j'étais alité pendant 6 mois. Et donc il y avait l'accompagnatrice de Entrepreneuriat Campus Aquitaine qui venait chez moi pour qu'on puisse travailler le business model, pour qu'on puisse avancer sur les sujets. Donc ça a été un moment assez fort. Et puis après, Soyons Changement a été fondé. Et donc, on va mettre en place des programmes d'accompagnement qui permettent aux jeunes, d'une part, d'expérimenter les différents métiers pour avoir une idée plus claire de ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Et puis, d'autre part, de travailler sur leurs compétences transversales, leur leadership, leur capacité de monter des projets pour amener une réflexion complète sur leur parcours d'avenir et leur engagement citoyen. Voilà, donc Soyons Changement, c'est une équipe de 16 salariés aujourd'hui et on accompagne plus de 500 jeunes dans différents quartiers populaires et zones rurales de la Nouvelle-Aquitaine. On va changer de place. Je pense que c'est mieux comme ça. Bonsoir à tous. Alors, première chose que j'ai envie de vous dire d'abord, c'est moi je suis très étonné et très content de voir autant de jeunes de jeunes gens qui souhaitent entreprendre. Une petite révolution en soi, hein, moi, à votre âge, l'entreprise, à part la boîte de papa qui allait bosser tous les jours, l'idée même d'être entrepreneur,
enfin, jamais elle ne m'avait touché. C'est une très bonne chose, l'entreprise, la création d'entreprise, pour générer effectivement de la valeur. Et ce qui est génial, c'est que tout le monde peut être créateur d'entreprise et être entrepreneur. Si vous le souhaitez, demain, vous créez une entreprise. Après, que faire? Ça dépend de vous. Pas de déterminisme, donc tout est possible. Vous pouvez être une femme, un homme, venir d'ici ou de là-bas. Vous pouvez bien évidemment le faire si vous le souhaitez. Entreprise inclusive, donc là c'est un level supérieur, en plus de générer de la valeur, de la richesse, c'est la prétention d'avoir des impacts, et notamment des impacts sociaux. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec Vera. Donc, je suis le cofondateur du Livre Vert, mais il y a une cofondatrice également, il y a 10 ans, en créant le Livre Vert. Le Livre Vert, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise classique, une SAS classique. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, c'est 25 collaborateurs, c'est 1,5 million de chiffre d'affaires, 15 000 livres vendus par mois, 50 tonnes de livres collectés, et on a eu la volonté de maximiser les impacts des activités de la deuxième vie du livre sur un territoire donné. Et en l'occurrence, sur lequel on vit, la métropole bordelaise, on va dire la Gironde. Donc, c'est une entreprise locale à forte dimension territoriale, et notre mission sociale, c'est l'insertion par l'activité économique. Donc, on a choisi d'être conventionné par l'État. Donc, on est en relation permanente, donc au moins tous les ans, avec les services de l'État. Et notre mission, c'est de faire rebondir des personnes qui sont particulièrement éloignées de l'emploi. Bénéficiaires de minima sociaux, chômeurs de longue durée, par exemple. Et en fait, on les sécurise par emploi. Donc, on a 15 postes. Donc, en tout, si vous avez bien retenu, donc on est 25. Donc, on a un cadre technique, des fonctions support, et on a toute une chaîne de métiers qui sont dédiés donc, à ces personnes particulièrement éloignées de l'emploi. Et c'est comme une délégation de service public, une mission pour nous, c'est notre objet social, c'est notre raison d'être. Le but, c'est donc de faire rebondir ces personnes éloignées de l'emploi. Et donc, alors, on est chronométré, on a jusqu'à 2 ans, alors parfois ça dure 4 mois, 6 mois, 1 an, mais les parcours sont bien évidemment au Livre Vert individualisés, et nous avons quelqu'un, j'allais dire à la maison, parce que l'entrepreneur ne travaille plus, hein, vous le savez, hein, sans doute, hein, parce qu'il n'embauche pas, il ne débauche pas. L'entrepreneur, c'est tout le temps, hein, c'est sur le fil en permanence. L'entreprise, elle est souvent toujours là lorsqu'on crée une boîte. Ça si vous ne le savez pas encore, vous allez le découvrir. Et donc, cette collaboratrice, Christina, qui nous vient d'ailleurs du Chili, qui est arrivée en France, elle, dans les années 70, a pour mission de consacrer l'intégralité de son temps donc, à ses 15 salariés. Donc, en fait, donc l'insertion, hein, je vais rentrer peut-être dans les détails, si ça... en quelques mots, ouais. Parce que je peux vous faire une conférence aussi, si vous voulez, en 2 heures. Donc en fait, il y a 2 temps, 2 grandes étapes hein, dans l'insertion. D'abord, on lève les freins sociaux, parce qu'on n'imagine pas tous les freins qui existent et qui empêchent les gens d'avoir un emploi, hein, tout simplement. Pourquoi les gens ne travaillent pas depuis 7 ans? Pourquoi ils sont au RSA? Parce qu'il y a des difficultés réelles et sérieuses qui empêchent l'accessibilité à l'emploi. Ça peut être la santé, des soucis administratifs, la mobilité. Et donc l'enjeu, dans un premier temps, c'est de lever ces freins et ensuite de construire un projet professionnel. Et donc, c'est la raison de vivre du Livre Vert, l'insertion par l'activité économique. Et pour cela, on utilise donc le flux de livres. Il rentre, il sort, il rentre, il sort, et il n'est que prétexte donc à l'insertion. Merci beaucoup, Nicolas. Je vais peut-être faire sans micro, je vais essayer. Si le fil est trop court, le faire sans micro. Je vais confier le micro à Marlène. La première question que je voulais poser donc, s'adresse à Marlène. On l'a dit à travers la French Tech et le programme Tremplin, vous accompagnez énormément de populations diverses et variées. On a parlé de réfugiés, d'allocataires minima sociaux, etc. Quels sont les obstacles les plus courants auxquels font face ces populations pour entreprendre? Alors, il y en a plusieurs, parce que sinon, s'il n'y en avait qu'un, ce serait trop facile.
un des premiers obstacles, ça va être le manque de réseau. On est souvent sur voilà, des personnes qui sont pas dans les réseaux professionnels ou les réseaux de financeurs, de structures d'accompagnement, etc. à la base, donc qui ont du mal à aller à la rencontre de ce genre d'acteurs qui sont des aides potentielles. On a le manque d'accès au financement, qui est un vrai sujet. Alors déjà, il faut savoir, dans l'univers startup, quand on est une startup quelconque qui n'est pas à Paris, c'est déjà compliqué d'accéder au financement, notamment aux investisseurs. Mais en plus de ça, quand on est un profil qui n'est pas le stéréotype, encore une fois, de l'entrepreneur de start-up, ben, c'est globalement plus compliqué d'accéder au financement. Donc ça, c'est un deuxième frein. Un troisième frein, en tout cas pour ce qui nous concerne et pour notre écosystème, c'est aussi une méconnaissance des codes de l'écosystème start-up et tech, du vocabulaire, on a un aspect très jargonneux dans l'écosystème start-up, malheureusement, avec plein d'anglicismes très barbares. Voilà, donc ça aussi, ça met un frein potentiellement à l'entrée. Une autre chose, ben, j'en parlais rapidement tout à l'heure, hein, ça va être le manque de rôle modèle, puisqu'on est quand même sur une typologie d'entrepreneurs qui est un peu toujours la même. Et bon, ben, du coup, quand on voit ces personnes-là qui sont visibles et que nous, on n'y ressemble pas, et ben, en fait, on se dit, ben non, du coup, c'est pas fait pour moi, parce que toutes les personnes que je vois, elles ne sont pas comme moi. Et donc, il y a un phénomène d'autocensure aussi des personnes qui, avec tous ces freins, se disent bah non, en fait, moi, je ne rentre pas dans ces cases-là, je ne rentre pas dans ces critères-là, donc ça ne va pas être fait pour moi. Et cette autocensure, elle n'existe pas uniquement chez les porteurs de projets, mais elle va exister aussi, je vais dire, chez les prescripteurs qui potentiellement peuvent les recommander ou les accompagner, qui eux-mêmes se disent bah, ce dispositif, non, il ne va pas être fait pour les personnes que j'accompagne. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui s'entretient où chacun se dit non, c'est pas fait pour lui, c'est pas fait pour moi. Et au final, bah, personne n'y va pas. Et justement, la question, c'est comment vous parvenez à lever ces freins-là. Donc, on a parlé de peut-être manque de réseau, difficulté, il y a une intimidation économique. Est-ce que j'y vais? J'ai pas de moyens, est-ce que j'y vais? Comment vous levez ces freins les uns après les autres? Alors, sur le sujet de l'autocensure, franchement, c'est un énorme travail où il faut prendre son bâton de pèlerin et aller parler aux gens, que ce soit les porteurs de projets ou, comme je disais, les prescripteurs potentiels. Je prends un exemple tout bête, France Travail, ex-Pôle emploi. Voilà, quand on va aujourd'hui, nous, chez Pôle emploi, pour parler de la French Tech, j'ai en face de moi des conseillers, je vais avoir deux réactions. Des gens qui sont super enthousiastes et qui se disent ouais, trop bien, je vais pouvoir proposer ça à mes bénéficiaires. Et puis d'autres qui se disent non, mais jamais mes bénéficiaires ils vont pouvoir rentrer dans un dispositif French Tech. Et de suite, l'huître se ferme et on n'a plus trop accès. Nous non plus. Donc il y a déjà tout ce travail de faire connaître ce qu'on fait. À la base, la French Tech, c'est pas l'écosystème startup, c'est pas un écosystème qu'on imagine comme très ouvert, voilà. Et donc il y a tout ce travail d'aller vers, de parler aux gens, d'expliquer que si on accompagne aussi d'autres types de publics. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, bah, du coup, c'est pour les personnes qui font partie ensuite du dispositif, bah, c'est ce que je disais, on en parlait tout à l'heure avec Mohamed juste avant de démarrer, c'est d'être souvent la seule personne qui va leur dire bah, si en fait tu as le droit, si tu rentres dans les cases, si tu peux. Et c'est juste en fait ce déclic-là qui va permettre que bah, la confiance va se mettre en place chez la personne et qui va lui faire soulever des montagnes en fait. Parce qu'après, derrière, voilà, nous, on est juste on met un peu d'huile dans les rouages pour ouvrir. Tu parlais d'ouvrir les portes tout à l'heure, c'est exactement ça. En fait, bah, nous, on a les contacts, donc les contacts, on les met à disposition et on dit, bah, si tu peux aller rencontrer tel financeur, toi aussi, tu as le droit. Si tu peux aller voir tel incubateur, il n'y a pas de raison qu'ils te disent non. Et donc, c'est dire oui, tu peux, oui, tu as le droit, vas-y, on est là, on va faciliter les mises en relation, on va faciliter la rencontre avec ces acteurs-là. Et voilà, c'est tout simplement ouvrir les portes, comme je disais. Donc, il y a un gros travail de communication, de sensibilisation auprès de ces personnes. Mohamed, tu es un témoin privilégié auprès des plus jeunes, justement, notamment des jeunes issus de quartiers prioritaires de la ville, de jeunes décrochés scolaires. Quel phénomène d'autocensure tu constates à ton niveau auprès de ces plus jeunes? Est-ce que tu retrouves la même chose? Est-ce que tu trouves des éléments divers et variés?
j'aime mieux parler de quartier populaire. Il y a une dimension populaire dans les quartiers populaires. C'est pas que prioritaire au sens de la politique, au sens des enjeux. Il y a une dimension populaire qui est ce qu'elle est. Il y a une dimension aussi urbaine, l'héritage urbain de la France avec les banlieues, avec des lieux qu'on a créés, où aujourd'hui il y a une concentration de pauvreté, il faut dire les choses comme elles sont, il y a une concentration de pauvreté. Et donc ces gens-là, ils sont entre eux, ils vont au maternel avec leurs voisins du quartier populaire, ils vont au collège, au lycée, en fait, ils font toute leur scolarité avec les mêmes jeunes de leur propre entourage. Donc il n'y a pas de mixité, on ne voit pas d'autres idéaux, d'autres possibilités. Et donc pour le coup, c'est un vrai enjeu de croiser les regards, de croiser les gens et de faire en sorte que on puisse voir d'autres possibilités dans le monde. Il y a quelque chose de très intéressant dont tu viens de parler. Souvent, ce qui fait la différence vis-à-vis des jeunes qu'on accompagne, il y en a certains qui vont être en voie de décrochage, d'autres qui vont se poser beaucoup de questions par rapport à leur avenir parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases de la scolarité classique, etc. Et il y a un truc qui marche super bien, c'est juste de leur laisser faire, de leur dire qu'on vous fait confiance et de créer un environnement de confiance où ils vont pouvoir faire des choses, on va leur donner la possibilité. Des fois, on va alors pas leur montrer comment faire, mais faire avec eux, à côté d'eux. Et en fait, ça change complètement la posture que vont avoir ces jeunes par rapport à eux-mêmes, mais aussi par rapport à plein de préjugés qu'ils auraient pu avoir sur des métiers, sur des engagements, sur des opportunités d'avenir. Et pour le coup, j'ai game changing en tête. Ça change complètement le jeu, le fait de leur faire confiance, parce que c'est des gens qui se révèlent, c'est des gens qui sont pleins de talents, qui sont pleins de capacités et qui n'attendent que ça, qu'on leur donne la possibilité de s'épanouir et de découvrir les milieux qui vont les passionner. Tu as abordé deux choses, Mohamed. C'est le miroir social de ces jeunes qui restent entre eux et qui ont peut-être une fausse image d'eux-mêmes, et lever les freins en les responsabilisant le plus tôt possible comme solution. Armandine, très rapidement, parce qu'on parle de l'image que les jeunes se font d'eux-mêmes, de l'autocensure des jeunes, etc. Mais on est toujours dans une société, donc il y a plein de parties prenantes, et l'image que se font les jeunes, elle est aussi nourrie par l'image que se font les autres des jeunes. Et donc les préjugés, ils sont dans tous les sens. Quand on va travailler avec une entreprise, elle projette aussi des choses vis-à-vis de ces jeunes, des choses qui ne sont pas vraies, avec des biais, avec des attentes qui ne sont pas réelles. Et pour le coup, le travail qui doit être fait, il ne doit pas être fait uniquement auprès de cette population, auprès de ces gens-là. Il doit intégrer et impliquer l'ensemble des parties prenantes du système de l'avenir et de la société pour qu'on amène un changement systémique. On ne peut pas changer uniquement le regard des jeunes par rapport à eux-mêmes, il faut qu'on change le regard de tout le monde par rapport à ce défi. Merci Mohamed pour cette précision. Armandine, tu as un parcours plutôt atypique, si je peux me permettre. On a échangé au téléphone pour rappeler au public ici présent. Donc tu es originaire du Cameroun, tu es arrivé en France, tu n'avais pas de garant. Et je crois que ça a inspiré ton projet entrepreneurial qui est pas commun. Offrir une garantie locative à tous, donner accès au logement au plus grand nombre. Ma question est la suivante. Quelles ont été les étapes déterminantes pour donner naissance à Archimède? Comment toi, à ton niveau, tu as levé frein après frein, obstacle après obstacle? Ouais, donc en fait, quand je commençais, le problème n'était pas en fait de se sentir exclu. C'est ça que je répète toujours parce qu'en fait, moi, je suis issue d'un parcours assez atypique parce que même au Cameroun, je suis d'un parcours anglo-saxon.
Et moi, j'ai fait l'anglais, donc j'étais toujours, on va dire, anticonformiste. Donc, j'avais toujours out of the box. Je pensais toujours en dehors. Donc, voilà. Donc, en venant, j'avais déjà ce côté différent. Et quand je suis arrivée en France, bah, du coup, j'ai eu un parcours assez difficile parce que bon, j'avais pas. C'est vrai que je m'exprime en français, mais c'était assez difficile il y a 10 ans, hein. Je ne parlais pas beaucoup. Et il y avait déjà cette barrière, mais j'avais vécu la première fois la difficulté d'accès au logement. Et je me suis retrouvée à la rue, en ayant même des ressources financières, ce que je ne comprenais pas, parce que bon, on se dit, on arrive quelque part, on a l'argent pour payer, c'est plutôt rassurant, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de mieux par rapport à ça. Mais en fait, tout s'est passé après, dans le temps. C'est que j'ai vécu mon parcours et ensuite, en 2016, lorsque je décide de quitter le Crous, 9 mètres carrés depuis 5 ans, ça fait déjà beaucoup trop. Et en plus, je travaille à côté, donc mon père aussi me prend en charge. Donc, ouais, je ne me dis pas qu'il y a un problème pour changer de logement. Et je me heurte à une montagne administrative de papiers qu'on te demande et où les agences ne comprennent pas que tu n'es pas forcément d'ici et que tu peux pas justement justifier avec ce qu'ils te demandent. Mais tu peux envoyer quand même les fiches de paye du Cameroun, mais bon, ça Coucou. va pas être pris en compte. Et, et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je me retrouve à 50 km de Talence, c'est où j'habitais, à Cavignac, pour ceux qui connaissent, c'est vers Saint-André-Cutlec, après, en fait. Donc, je fais un parcours en TER. En plus, à Bordeaux, c'est ouf, hein. Avec le temps, je me rends compte quand je vais à Paris qu'en fait, c'est normal, mais à Bordeaux, en 2016, c'était quand même, genre, je traverse mon TER. Donc, j'ai encore des amis qui savent pas ce que c'est que le TER et qu'est-ce que ça relie, en fait, à part le train. Donc, c'est pour vous dire, et puis je me retrouve dans une petite ville où la moyenne d'âge, c'est 57 ans. Je sais, on me regarde, on me demande, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Mais ce qui se passe, c'est que je me retrouve cette fois-là dans cette difficulté où je me rends compte qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est là où je tombe sur le Yubi Lab qui m'accompagne, mais je ne sais pas trop qu'est-ce que je dois faire par rapport à mon projet. Et j'ai un ami qui me dit, pense à ce qui te fait vraiment, excusez-moi le terme, chier, mais vraiment, qu'est-ce qui te casse ta tête. Et tu essaies de voir si les autres ont ce même problème et tu trouves la solution. Et c'est comme ça que c'est parti. Et en plus, j'étais dans un TD d'innovation où il fallait créer une entreprise fictive. Et là, je me dis, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui en France, on ne peut pas entrer dans un logement si on n'a pas de garant? Et c'est parti de là. Mais pour aller rapidement, c'est le déclic en 2019 vient quand je me retrouve à la rue enceinte. Donc, je finis mes études, pareil, je suis entrepreneur. Donc, comme quoi, en fait, en étant étudiant étrangère et entrepreneur en plus, donc moi, j'ai que les profils bizarres, en fait, pour les agences. Donc, là, aujourd'hui, je garde mon logement très sereinement. Et je me suis dit, je me retrouve, ben là, c'était un peu plus difficile parce que j'étais enceinte, c'était le nouveau paramètre. Je me dis comment je fais en fait pour convaincre. Et là, tout est parti. Je me suis dit, bon, en plus, je viens de finir les études, je suis à 5 mois de grossesse. Et je me souviens, Alexandre, il m'accompagnait, je ne pouvais pas, j'étais enceinte, donc j'étais fatiguée. Donc, et là, je me dis, on ne peut pas de toute façon me recruter. En vrai, c'est parti aussi de là, c'est qu'on ne pouvait pas me recruter avec 5 mois de grossesse. En plus, étrangère, et il fallait changer de titre de séjour, il fallait, enfin, que de l'inclusion en fait, à tout bout de champ, dans toutes les étapes. Et je me suis dit, non, il faut que je crée. C'est le moment ou jamais de prouver qu'il faut créer. Et avec le soutien de pas mal de partenaires, notamment le Jubilab, que j'en remercie énormément toujours avec Alexandre, mais aussi de la Fresh Tech, parce qu'elle ne l'a pas dit, mais il y a des personnes où on n'a pas le choix, on ne se voit pas rôle modèle, mais on est obligé parce que ben, c'est là, en fait, il faut créer. Et là, on a des opportunités comme la Fresh Tech qui tombe juste devant, en plus avec une subvention qui nous permet d'être accompagnés. Et c'est là où je me suis dit, il faut que j'apporte ma pierre à l'édifice pour cette autre femme enceinte qui n'arrive pas à trouver de logement aussi, ou cet autre étudiant étranger, ou après j'ai même découvert des travailleurs temporaires, des indépendants, des retraités, des expatriés. Et je précise aussi sur la thématique de l'inclusivité, pourquoi ça, je parle de ça plus tard, parce que
Quand j'ai décidé de lancer Archimède, c'était par rapport aux étudiants internationaux parce que j'arrivais pas à concevoir, enfin, j'arrivais pas à voir que d'autres personnes auraient pu avoir ces difficultés. Parce que l'étudiant étranger, c'est plutôt, il faut justifier son domicile pour avoir un visa pour venir. Donc c'était là déjà le problème. Mais je rejoins le professeur Dugas sur, en fait, sur le fait que ben, l'inclusion, c'est un peu partout quand on est dans le groupe. Ben, en fait, c'est tout le monde qui peut l'être. Donc aujourd'hui, j'avais ce monsieur qui me disait, bah, Armandine, en fait, ton projet, il n'est pas bon parce que tu fais venir des étudiants étrangers en France. Et quand je me suis retrouvée devant une retraitée qui elle venait de vendre une propriété à 600 000 € qui était dans son compte, avec une pension retraite de 200 € et qui me dit, elle cherche un logement, elle peut payer en 10 ans, en fait. Et là, je me suis dit, bah, ça ne touche pas que cet étudiant étranger qui pouvait être exclu, mais en fait tout le monde. Donc c'est pour ça que je dis, bah, c'est comme ça que tout est parti. Je me suis dit, il faut faire quelque chose et je me retrouve dans l'inclusivité. Et je me souviens d'une de tes phrases au téléphone Ouais. qui disait, c'est de reconnecter des populations Ouais. qui peut-être ne se parlent plus en... Effectivement, je vois une notion d'ouverture d'esprit parce que moi, c'est quelque chose qui m'anime et qui fait aujourd'hui ma force. Aujourd'hui, enfin, il y a longtemps, je ne savais pas pourquoi, mais je comprends. Quand on est en face d'une propriétaire qui est française, qui ne sait pas qu'est-ce que l'autre peut endurer, ben en fait, on est ces petites mains ou ces petites personnes qui vont venir dire non, en fait, il y a une autre façon de voir les choses. Donc, il y a quand même une reconnexion parce que ça touche pas que les étrangers, mais aussi toutes les personnes qui sont, on va dire, hors cadre administratif. Il n'y a pas que le CDI aujourd'hui. Donc, on a aussi ce rôle impactant dans l'aspect humain, finalement. Parce qu'il suffit de dire, mais en fait, madame, ne vous inquiétez pas, il entre dans un logement pour le payer et pas autre chose. Donc, s'il ne le paye pas, il dormira dehors. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres qui ne le payent pas. Mais c'est de dire aussi, essayons de sortir out of the box finalement, comme c'était dès le départ, et de leur dire que il y a des vies qui en dépendent et des choses extraordinaires qui en dépendent de ce logement et vous pouvez faire quelque chose, c'est de reconnecter le propriétaire qui, bien évidemment, aussi a sa peur, dont je développerai plus tard. Mais c'est une question de connexion finalement. Voilà. Et Nicolas, c'est aussi c'est aussi tout l'enjeu au livre vert, Nicolas, de reconnecter notamment des chômeurs longue durée à l'emploi. Tu m'avais évoqué notamment de les réhabituer à des choses toutes simples comme la ponctualité, les horaires, se remettre dans le circuit, reconnecter deux mondes. Ma question est la suivante, c'est à quel point ces populations ont pu aussi challenger votre mode de management au livre vert. Quel a été l'impact de ces populations sur votre mode de fonctionnement au livre vert? Clairement, en termes de management, nous sommes une entreprise d'insertion et il y a une patience qui est bien évidemment intégrée parce qu'il y a des fondamentaux qu'un employeur peut exiger. La ponctualité, hein, il n'y a rien que ça. Effectivement, ce n'est pas une évidence. Ce n'est pas forcément facile non plus. Lorsqu'on se lève depuis des années à 11 heures, donc il faut pouvoir se lever tous les matins lorsqu'il y a des problématiques aussi liées aux addictions. Voilà, comment on fait pour néanmoins inclure, maintenir, travailler, laisser donc à Christina le temps de lever, de baliser. La question du logement est bien évidemment aussi, enfin, c'était un vrai frein. Hein, on a eu des salariés, enfin un en particulier, qui n'avait pas de logement, qui dormait dans sa voiture. Donc voilà, et qui venait au travail néanmoins. Là, il n'y avait pas la question de la ponctualité. Mais voilà, ça prend du temps. Donc en termes de management, pour répondre à ta question, c'est bien évidemment la bienveillance. Mais cela ne veut pas dire être permissif. Donc on a forcément des lignes rouges, hein, zéro violence, ça c'est une évidence. Qu'elle soit verbale et encore moins physique. Mais bien évidemment, une patience
et une bienveillance tout le long donc, du parcours individuel. Le point commun que je vois avec ce qu'énonçait Mohamed tout à l'heure, c'est la notion de responsabilisation. Comment la responsabilisation peut aider effectivement ces populations à reprendre confiance en elles. Marlène, maintenant, j'avais Marlène et Amandine, concernant l'univers des technologies. Moi, il y avait une question qui me taraudait, c'est en quoi l'inclusivité peut être un atout dans ces univers technologiques. Parce que sur le papier, ça paraît pas évident. Et loin des clichés, justement, et des stéréotypes, que diriez-vous sur ce sujet? En fait, la réponse, c'est presque du bon sens, ce que je vais dire, hein. Mais imaginons qu'on soit dans une entreprise où il n'y a que les mêmes profils qui sont sortis de la même école, qui ont été moulés dans le même moule et qui ont la même façon de penser. Et imaginons à côté de ça une entreprise dans laquelle on a des profils divers avec des parcours hyper variés et qui ont une manière de penser différente et qui peuvent apporter plein de choses. Je pense que vous avez très vite compris que le résultat de l'équation, c'est que dans une entreprise diverse, on a plus d'idées, donc l'innovation vient plus facilement. Voilà, donc en fait, c'est encore une fois que du bon sens que de se dire que ça peut le mieux marcher que comme ça, en fait. Et si on devait parler d'atouts spécifiques, est-ce qu'il y en a qui te viennent à l'esprit? Je pense à la résilience, qui est parfois nécessaire dans le monde entrepreneurial. J'ai toujours un peu du mal à dire plus ou moins, voilà, d'un côté comme de l'autre. Après, oui, clairement, quand je vois des parcours comme celui d'Armandine ou de plein d'autres entrepreneurs qui sont passés par le French Tech Tremplin, qui rencontrent énormément d'obstacles, comme tu l'as dit, et cette force qu'ils ont à aller au-delà de ces obstacles, à revenir plusieurs fois, même si on leur a dit non, à s'entêter, à continuer. Et à vouloir y arriver, oui, je pense que quand tu te prends des baffes dans la tête tous les jours et que tu te relèves à chaque fois, tu as peut-être une capacité plus grande effectivement à résoudre des problèmes ou à être déterminé à avancer ou à atteindre tes objectifs. Donc oui, voilà, sur cet aspect-là, effectivement. Après, la comparaison, encore une fois, je ne suis pas forcément très à l'aise avec ça. Je ne sais pas si tu veux compléter. Vas-y. Juste, je rebondis un peu sur ta question. Donc, il y a certes des aspects de créativité et d'innovation, parce que comme tu l'as dit, si tu mets des gens qui pensent pareil face à un problème, ils vont proposer les mêmes solutions, alors que si tu mets des gens qui ne pensent pas du tout pareil, ils vont avoir plein de solutions. On va réussir à trouver la solution qui correspond le mieux, ce qui est l'innovation en tant que telle. Et puis après, il y a des enjeux de cohésion au sein de l'équipe, il y a des enjeux de recrutement. Si tu as 2 recruteurs hommes ou 3 recruteurs hommes, voilà, c'est pas la même chose que si tu as une équipe mixte, diversifiée, avec des gens qui ont des cultures différentes, etc. Même les gens se projettent différemment. Et puis même pour aller au-delà de ça, nos amis McKinsey, c'est pour ça que j'ai pris mes notes, on fait une étude auprès des plus grandes entreprises américaines. Et en fait, 25% des entreprises les plus diverses, où il y a le plus de diversité dans le leadership, dans les directions, sont 33% fois plus rentables que les autres. Donc c'est aussi un enjeu de productivité, parce que ça amène des réflexions différentes, ça amène un management différent, une façon de voir les choses différentes. Et on le voit aujourd'hui, une grande partie des grandes entreprises du numérique, donc les GAFAM, ont à leur tête des gens qui viennent d'Inde. Parce que c'est une façon de voir les choses différemment, de vivre différemment, etc. Donc il y a une prise de conscience assez généralisée sur ces aspects-là. Et je reviens sur un autre sujet, et j'ai un autre chiffre aussi. C'est une étude locale, pour le coup, qui est faite par Mosaic RH et Sanofi. Voilà, où ils ont sondé différents jeunes sur le fait que des fois, ils ne répondaient pas à des offres d'emploi parce qu'ils ne se sentaient pas aptes ou capables. Et donc, 73% de ces jeunes sondés
ont déjà renoncé à une candidature parce qu'ils ne se sentaient pas capables. Ramener à des jeunes issus des quartiers populaires, c'est 67%. Donc les jeunes des quartiers populaires ont plus de niaque et d'envie pour atteindre certains objectifs. Bon, la réalité est autre parce qu'il y a une discrimination réelle pour ces publics-là, mais il y a un vrai engagement et une vraie énergie qu'ils mettent à disposition pour s'en sortir. Et ça, c'est le message qu'il faut garder aussi. Tout à l'heure, tu citais en exemple Google qui emploie un certain nombre de personnes originaires d'Inde. Est-ce qu'on a des exemples dans le monde de la francophonie ou en France où à des postes clés de l'entreprise, il y a plus d'inclusivité, justement? Est-ce que parmi vous, vous avez en tête des exemples d'entreprises ou peut-être plus proches de nous, ici à Bordeaux? Par rapport à Google, pourquoi il y a beaucoup d'Indiens chez Google? Parce qu'il y a énormément d'unités de formation informatique en Inde aussi. Pourquoi il y a moins d'informaticiens? Enfin, il y en a beaucoup, hein, d'ailleurs, un des rois de la tech qui vont dans la Silicon Valley en français, il y en a aussi. Est-ce qu'il y a assez d'écoles, suffisamment de formation qui vous donnent des étoiles dans les yeux, pouvoir peut-être un jour, si vous le souhaitez, vous expatrier dans une grosse boîte. Voilà. Et aussi, l'Inde, c'est peut-être aussi un marché pour Google. Donc, est-ce que Google se veut inclusif en mettant des Indiens informaticiens à ses postes? Je ne sais pas si c'est la raison profonde qui motive Google. C'était pour rebondir. Et justement, alors peut-être que Nicolas, tu peux garder le micro vous serez tout aussi invité évidemment à réagir quand vous voudrez. Mais comment on peut concilier aujourd'hui à la fois un modèle plus inclusif et un modèle économique durable? Parce que la question peut se poser sur le papier, ça fait parfois deux défis. Oui. Et je crois qu'au Livre Vert, vous pouvez être un témoin privilégié de ça. Oui. Alors c'est une activité schizophrène, hein. C'est schizophrène, hein, résolument. Hein. On est un acteur de marché. Le marché, qu'est-ce que c'est? C'est un océan. Il y a des tempêtes, vous avez des concurrents un peu partout. C'est tout le temps, c'est tous les jours. C'est une course au long cours. Et nous, au Livre Vert, on dit oui, ben, on va courir, on participe et on le fait avec des salariés en insertion qui n'ont pas bossé depuis longtemps, qui sont bénéficiaires de RSA. Voilà, c'est notre challenge, notre schizophrénie à nous, la performance économique, mais avec des habitants de notre territoire qui ont besoin d'être sécurisés par l'emploi. Et je crois que vous travaillez aussi l'adéquation entre l'envie, en fait, vous accompagnez la réinsertion. Votre objectif, c'est de ne pas garder en fait les chômeurs longue durée réinsérés chez vous, mais si je puis dire, leur offrir un tremplin vers une autre voie. Comment vous travaillez l'adéquation entre leurs aspirations profondes et des besoins urgents d'entreprise? Alors, c'est un autre aspect de notre schizophrénie. Et effectivement, on a un collaborateur qui n'a pas bossé depuis très longtemps. Bon, en termes de productivité, c'est pas super top. Et en fait, lorsqu'il part, lorsqu'il rebondit sur une formation diplômante, sur un CDI, sur un projet personnel, ben, généralement, c'est là où il était au top au Livre Vert. Et en fait, on recommence. Voilà. Et donc, bien évidemment, il y a une équipe de permanents, hein. Il y a un encadrement technique, une formation interne permanente. Et c'est donc effectivement un autre aspect de cette schizophrénie-là, acteur de marché, et tout en étant inclusif. Et j'ai un petit peu la même question. J'aimerais avoir ton point de vue là-dessus, Mohamed. Là encore, tu es témoin privilégié auprès des jeunes déscolarisés. Ils ont peut-être des aspirations profondes, des envies. Comment on peut travailler cette adéquation? On avait un petit peu échangé sur ce sujet-là au téléphone. Ne pas forcément les cantonner à des voies de garage parce qu'il y a une urgence dans telle ou telle industrie, mais faire rentrer en adéquation leurs aspirations et les besoins d'une industrie ou d'un marché. Comment vous faites ça à Soyons le Changement?
Ma question a l'air compliquée. Non, la question est très claire. J'ai juste un petit peu de mal avec les cases. Et là, on met les jeunes dans des cases de déscolarisés. En fait, c'est tout l'inverse. Enfin, c'est pas nécessairement tout l'inverse, mais c'est ce qu'il faut qu'on change comme approche. C'est sortir les gens de cases où on a envie de les mettre, où on projette des choses sur eux. Et en fait, c'est des citoyens comme nous. Et c'est ce qui est le plus important. Et en fait, l'entreprise, c'est l'image de la société. Une entreprise où tout le monde se ressemble, bah, ça dit que la société ne marche pas bien. Donc, si on a envie d'avoir une société qui marche bien, il faut qu'on ait de la diversité dans nos lieux de travail. Il faut qu'on ait de l'inclusivité partout. Parce que s'il n'y a pas d'inclusivité, ça veut dire que ces gens-là, ils sont retranchés quelque part où ils ne travaillent pas, où ils travaillent entre eux. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas de tout ce travail qui est important. Et pour le coup, c'est l'équation, je vais en parler mathématiques. Non, pas du tout. L'équation financière versus inclusivité et diversité, elle n'a pas lieu d'être. Parce que c'est le principe même. Une société, elle vit telle qu'elle est. On ne peut pas choisir que les ingénieurs et dire on va créer une société d'ingénieurs. Enfin, ça ne marche pas. C'est pas possible. Et en fait, dans les entreprises, c'est pareil. Et pour les jeunes qu'on accompagne, dans le cadre de nos parcours, il va certes y avoir une réflexion adéquationniste. On va dire, il nous manque des personnes dans le médico-social. Il nous manque des personnes dans l'industrie. Il nous manque des personnes dans la propreté. Il nous manque des personnes dans l'animation, etc. Et on va se dire, ah tiens, où est-ce qu'il y a des gens qui ne bossent pas? Et on va aller leur proposer ces métiers-là. Ce qui est très bien, parce que tous les métiers sont bons. Enfin, ce n'est pas une critique vis-à-vis de ces métiers. Ces métiers sont très importants. Il y a des gens qui sont passionnés par ces métiers-là. Et tant mieux, et c'est très bien. Le défi qui est derrière ou sous-jacent, c'est le fait qu'on maintient une certaine population sur des métiers et des secteurs d'activité, comme tu l'as dit, de basse qualification. Et en fait, déjà dans les quartiers populaires, en France, il y a 30% des jeunes issus de familles modestes qui ne vont pas jusqu'au bac. Et il y a 67% des jeunes issus de familles modestes qui n'ont aucun diplôme supérieur. C'est énorme, 67%. C'est beaucoup. C'est 20% pour les jeunes issus de familles aisées qui n'ont pas de diplôme supérieur. Et en fait, on est dans une adéquation où on va leur dire « Ah tiens, vous n'allez pas jusqu'au bout de vos études, on vous propose des métiers où vous n'avez pas besoin d'études et de diplômes. » Et on est en train de recréer ce système de reproduction sociale, qui est bien connu en France. En France, il faut 7 générations pour sortir de la pauvreté. C'est énorme, c'est beaucoup. Et en fait, on recrée ça. Et l'idée, c'est de dire, bah non, en fait, on va faire les choses différemment. On va donner à ces personnes la possibilité d'expérimenter, de découvrir plein de perspectives, plein d'opportunités. Et à partir de cette découverte, on va co-construire avec eux, parce qu'aujourd'hui, tous les métiers sont en tension. Les comptables sont en tension, les ingénieurs sont en tension, la médecine est en tension, les infirmiers, le médico-social, en fait, tout est en tension. Et on a des problématiques et des défis de recrutement dans tous les secteurs. Et en fait, c'est une réflexion complète à avoir avec l'ensemble des parties prenantes. Et je pense que toi aussi, de ton côté, sur la partie numérique, il y a aussi un enjeu. Oui, on est sur les mêmes problématiques. Avec des représentations sur les métiers tech, il faut être fort en maths. Et une difficulté d'accès au public moins qualifié sur ces métiers-là. Donc, il y a des assos qui œuvrent pour ça, pas spécialement nous, mais en lien avec des assos. Je pense aussi notamment à Diversity Days, qui est une asso qui n'est pas à Bordeaux, mais qui traite beaucoup de ces sujets-là, qui a des programmes d'accompagnement pour les personnes, justement, pour leur donner ces perspectives des métiers du numérique. Mais encore une fois, voilà, c'est pas que aux personnes en recherche qu'il faut donner des perspectives, c'est aussi aux recruteurs. Et là, c'est plus compliqué.
Mais oui, on fait partie des secteurs de métiers en tension de toute manière, donc ça rejoint ce que tu dis. Ouais. Il y a eu un chiffre très fort de la part de Mohamed et qui fait quoi ce que tu viens de dire, Marlène? 7 générations pour endiguer un phénomène. Qu'est-ce qui est ma question s'adresse à vous tous pour bientôt conclure cette table ronde. Qu'est-ce qui vous rend malgré tout optimiste en matière d'inclusivité? On va parler de la France et peut-être en local, en Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce qui peut nous donner des raisons d'espérer plus d'inclusivité dans l'entrepreneuriat ou dans le monde de l'entreprise? Je peux démarrer? J'ai le micro, je le garde. Déjà, je trouve qu'on parle de plus en plus de ce sujet et c'est en parlant déjà de plus en plus de ce sujet qu'on va pouvoir sensibiliser le plus de personnes possible et qu'on va pouvoir faire vriller les esprits pour essayer de réfléchir un petit peu différemment. Donc déjà, pour moi, c'est une chose assez positive. Il y a des outils qui existent aussi maintenant et qui permettent de pousser, on peut être sur des sujets de quotas, des choses comme ça. Je ne suis pas forcément contre ces sujets-là parce que justement, ça pousse les gens à se poser les bonnes questions, ça pousse les gens à faire des états des lieux d'avoir des chiffres justement sur c'est quoi la situation de la société aujourd'hui par rapport à ces sujets-là, c'est quoi la situation de mon entreprise par rapport à ces sujets-là aujourd'hui. Il y a des index d'égalité professionnelle hommes-femmes qui existent. Nous, au sein de la French Tech, on a depuis 2 ans un pacte parité qui pousse les boîtes à se poser aussi ce genre de questionnement. Alors, il n'y a pas d'obligation de réalisation, il n'y a pas de police de la parité, de l'inclusivité aujourd'hui qui existe, mais il y a quand même de plus en plus d'initiatives qui existent pour pousser toutes les parties prenantes à se poser ces questions-là et à prendre la mesure, parce qu'encore une fois, je pense que c'est hyper important. C'est comme en fait quand tu fais un bilan carbone pour te poser la question de ton empreinte et derrière mettre en place des actions concrètes qui vont te permettre de la réduire. Ben là, c'est la même chose. L'important, je pense, pour moi, au départ, c'est vraiment de prendre cette mesure et de se dire, moi, j'en suis là aujourd'hui et quelles actions concrètes je peux mettre en place derrière pour m'améliorer par rapport aux chiffres et à l'état des lieux que j'ai aujourd'hui. Voilà. Merci Marlène. Est-ce que Armandine, tu souhaites nous partager un climat positif, une intuition positive en matière d'inclusivité? Oui, bien sûr, parce que je pense que c'est positif déjà pour une seule déjà et très très bonne raison, parce que je suis là. Merci. Au-delà de tout, c'est aussi, comme je l'ai dit, l'inclusivité, ce n'était pas quelque chose que j'avais toujours en tête. Et je l'ai en tête de plus en plus. Et je me dis peut-être qu'il y a quelque chose à faire, moi, personnellement. Et je commence à mieux l'intégrer. Et à se dire que, bon, en fait, on est une femme noire, moins de 30 ans, maman, avec pas d'enfant, dans la start-up tech. Ça fait beaucoup, hein. Donc, c'est pour dire que tout simplement, je suis là. Et je pense que j'ai un rôle à jouer aussi et j'essaie de le faire au mieux et je vais encore le faire davantage. Donc, ça veut dire que si je suis là, c'est qu'il y a des moyens. C'est pas totalement bloqué. Et comme Marlène l'a dit, c'est quelque chose qu'on aborde de plus en plus. Donc, ça va, d'ici quelques années, ça sera plus, ou du moins, moins étonnant de voir quelqu'un dans la tech et de venir de tous bords. Donc, je pense que c'est déjà quelque chose de positif. Et la deuxième chose, pour terminer, c'est parce que finalement, pour évoluer, on a besoin de changement. Et pour changer, il faut intégrer d'autres nouvelles perspectives. Donc, c'est finalement obligatoire. Si on veut y arriver, comme il a dit, c'est 33% de productivité en plus quand on intègre tout le monde. Donc, en fait, pour moi, c'est plus une question à se poser, c'est une nécessité pour survivre. Parce que les nouveaux modèles, enfin, les anciens modèles ne marchent plus. On est obligé d'intégrer. L'idée n'est pas de se dire qu'on va inclure pour inclure, mais on va se dire que c'est assez évident de prendre X ou Y, non pas pour son parcours avant, mais parce que du coup on a besoin et qu'il a des qualités qui peuvent nous correspondre. Donc je pense que c'est ça en fait, on en a besoin et il n'y a plus d'autres modèles d'évolution. Merci beaucoup, Voilà. Armandine. Donc, on a mentionné le fait de communiquer déjà sur l'inclusivité, en quoi ça pouvait aider.
On a mentionné qu'il existait des index, des outils pour avancer sur ces sujets-là, que tu aies aussi la preuve concrète que c'est possible. Il nous reste une petite dizaine de minutes pour que vous ayez le temps de prendre la parole et poser vos questions à nos intervenants. Je vais donc me déplacer, non pas avec un micro, mais peut-être me prêter ma voix et ce qu'il en reste pour porter votre question si vous le souhaitez. Auriez-vous des questions posées à nos intervenants en lien avec l'entrepreneuriat et l'inclusion? Si vous nous dites oui, ça nous arrange. Hein. C'est bien. Oh, il y a une petite main là-bas. Le corps parle toujours avant les mots, j'ai vu ça. Non, ce que j'ai dit, c'est que c'est clair quand même dans l'ensemble. Ouais. Donc, monsieur, salue votre clarté. Il y avait une question. Il y avait une question? Merci, monsieur. C'est concernant l'inclusivité des personnes en situation de précarité administrative. C'est une histoire personnelle qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. J'ai rencontré quelqu'un, franchement, et il m'a raconté une histoire assez terrible. Il venait d'Afrique et a fait tout un parcours tout le long de la Grèce, de l'Europe, contourné par Netherlands, je sais pas, pour finir en France, en demande de récépissé pour avoir le statut de réfugié, et en attendant, on n'avait pas le droit de travailler, de gagner sa vie par lui-même. Donc, il s'est inclus lui-même dans une association où il faisait du bénévolat. Mais ce qui lui manquait le plus, c'est d'avoir cette dignité de pouvoir subvenir lui-même à ses besoins. Et dans cette situation, il était complètement bloqué parce qu'il ne peut pas entreprendre, il ne peut pas postuler, il ne peut pas percevoir d'aide sociale. Qu'est-ce qui reste? Voilà ma question. Moi, finalement. Alors, c'est deux choses aussi pour moi, parce que il s'agit d'inclure, mais aussi il s'agit de vouloir aussi, comme Sir Jigga a dit, de tendre la main dans les bonnes conditions aussi. Et moi, personnellement, enfin, vraiment à titre personnel, je déplore aussi souvent ces expériences qui sont pas totalement aussi la faute du système, parce que l'idée aussi, c'est de se dire que on veut être inclus, mais on s'adapte aussi aux règles d'inclusion qu'il peut y avoir. On sait que c'est pas facile, mais on, on se donne aussi les moyens de faciliter l'autre la compréhension, surtout qu'on est dans un système où on ne comprend pas tout à chaque fois parce qu'on est habitué à autre chose et ça rend l'aspect difficile. Parlant de mon parcours, aujourd'hui, si j'en arrive là, personnellement, ben, c'est parce que j'ai aussi accepté l'environnement. C'est que j'ai accepté de m'inclure aussi. C'est aussi une question de s'inclure. Donc, pour ces personnes qui vivent souvent ces difficultés, la première chose aussi, c'est souvent de regarder l'environnement, d'essayer de comprendre comment c'est régi l'environnement par ses lois, par ses règles, et, euh, et d'essayer de s'adapter par rapport à ça. Parce que bien souvent, je maîtrise un peu ce sujet, on a souvent une version, mais pas l'autre. Donc, des fois, c'est assez compliqué. L'idée, c'est d'avoir les deux parties qui vont dans le même sens et non pas une partie et l'autre de l'autre côté. Et moi, je dirais que pour ces personnes, il faut s'armer de résilience. On en a parlé, parce que c'est jamais facile. Même pour moi, ça, c'est pas toujours facile. Hein. C'est de s'armer de résilience, mais surtout de comprendre aussi pourquoi souvent c'est bloqué et de faire en sorte que ça marche pour la suite. Je ne sais pas si ça répond. Merci beaucoup, Armandine. Merci, monsieur, pour votre question. Je crois qu'on a une question J'ai l'impression de faire de la télé, là. Je crois qu'on a une question en visio. On me souffle presque à l'oreillette, mais en réalité, avec Annabelle juste derrière, ici présente. Il y a une question, je crois, de l'autre côté de l'écran. Alors, j'ai deux questions. J'ai une première question qui est comment favoriser et amener les femmes à entreprendre et démystifier les stéréotypes. Vous avez 2 heures. Toujours moi. Ça peut être n'importe qui dans le En fait, comment amener les femmes à entreprendre? Mais je pense que c'est une question de confiance en soi personnellement. C'est finalement, comme il a dit Nicolas, entreprendre, c'est on sort de là, tout le monde entreprend. Donc il n'y a pas vraiment. Va au centre, chambre des commerces, on s'y matricule et puis c'est parti.
Finalement, c'est une question de, finalement, est-ce qu'on est prêt à se lever demain pour aller bosser ou apporter sa pierre à l'édifice ou vendre quelque chose? Enfin, l'entrepreneuriat, moi je dis toujours, c'est pas une science sociale. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec la personne humaine elle-même. Est-ce que j'ai envie de vendre et qu'est-ce que j'ai envie de vendre? Donc, en tant que femme aussi, on est souvent cloué par la perspection, l'éducation aussi, parce qu'on est maman, on ne peut pas entreprendre dans la tête, ça se fait pas. On doit rester à la maison, on doit, voilà. C'est toutes ces difficultés qui sont pas, bon, il y a déjà ces aspects administratifs, financement, techniques qui existent, mais il y a aussi ce que nous, on ressent en tant que femme. Est-ce qu'on se voit entreprendre? Est-ce qu'on a peur? Est-ce que on peut y arriver? Finalement, l'entrepreneuriat, c'est pas tant soit je gagne ou je perds, mais c'est surtout est-ce que j'ai la capacité d'y arriver comme je le veux? C'est pas toutes les boîtes qui réussissent ou qui meurent. Donc finalement, c'est quelque chose qui a à voir avec l'humain en elle-même et ce qu'elle perçoit, parce que je peux vendre des chaussures, mais pas de la même manière que Zalando, parce que j'y mets mes propres valeurs, parce que j'ai envie de passer un message. Donc, ce que je dirais à ces femmes, c'est vraiment de se libérer de ce qu'elles peuvent penser et de se dire que ben, je vends ce que moi, enfin, ce en quoi je crois, tout simplement. Merci beaucoup, Amandine. On avait une deuxième question, Annabelle? Oui. Alors, pour favoriser l'inclusivité, quels outils ou ressources concrètes utilisez-vous? Prévention scolaire, J'en ai déjà un peu parlé, mais donc les outils de mesure dont j'ai parlé, index d'égalité professionnelle, des études qui sont faites régulièrement et qui permettent de prendre des mesures. Je ne sais pas quoi faire avec ce fil. Voilà les chiffres que tu donnes tout à l'heure et qui permettent de prendre conscience de la situation. Les dispositifs, programmes qu'on déploie tous au quotidien, qui sont des choses très concrètes, pour le coup, très pratico-pratiques, très de terrain, pour amener les publics avec lesquels on travaille à pouvoir dépasser tous ces stéréotypes et sortir de ces cases qu'on veut leur mettre. Donc, je ne sais pas quoi dire de plus, en fait, en termes d'outils. Je ne sais pas si vous avez... Ouais, même peut-être juste partager quelques approches un peu plus. Je pense qu'il y a des changements de génération. Il y a des changements, il faut une nouvelle génération pour les amener. On le voit un peu avec les questions du féminisme, on le voit un peu avec les questions écologiques, enfin voilà. Et je pense qu'on est à l'aube d'une nouvelle génération qui est consciente de plein de choses et qui a les capacités de changer un peu ça. Vous savez, le mot intelligence, il vient du latin intelligenze, qui veut dire le lien. Et en fait, le plus important, c'est créer le lien le plus tôt possible, le plus rapidement possible. Donc, tu as parlé de prévention, de sensibilisation. Et je pense qu'il faut qu'on aille vers une société où les gens se rencontrent, enfin, des gens issus d'univers différents, avec des réalités différentes, se rencontrent tous autour de différentes activités, de différents sujets, et qui puissent se connaître à travers ces activités en commun. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important parce que ça amène une sensibilisation globale de tous les côtés, de tous les parts, et dès le début. On n'attend pas qu'on ait 40 ans et qu'on ait une entreprise pour dire « Ah tiens, il faut faire une formation diversité », même s'il faut faire des formations à l'inclusivité, à la diversité dans toutes les entreprises. Tout à l'heure, tu as parlé des choses tu as eu une très bonne question pour parler des choses qui nous rendent optimistes par rapport à l'avenir. Et moi, je peux vous en partager quelques-unes du fait de l'accompagnement qu'on mène auprès des 500 jeunes avec lesquels on travaille au sein de Soyons Changeants. Il y a une énergie, il y a un optimisme du fait de cette jeunesse qui est très très fort et qui nous embarque, nous, même quand des fois, nous, on manque d'optimisme. Même quand des fois, nous, on est au fond du rouleau, ouais, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ça, ça n'a pas changé. Et en fait, c'est eux qui nous redonnent de l'énergie. Et ça, pour le coup, c'est hyper important de la maintenir et de la garder. Il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est le fait que
Enfin, on en parle aujourd'hui. L'université en parle, la French Tech en parle, les entreprises en parlent, les structures en parlent. Donc c'est quelque chose qui est pris en main par l'ensemble des acteurs. Et si jamais il y a des gens qui veulent entreprendre ici, déjà d'une, entreprenez. Enfin voilà, allez-y, faites-le. Vous avez tous des singularités, vous avez des choses à valoriser, vous avez des choses à amener. Il y a tellement de défis dans nos sociétés que toutes les réponses sont bienvenues. Mais surtout, faites-vous accompagner. Et ça, c'est hyper important. Enfin, on l'a vu, nous, tous les deux, avec Entrepreneur Campus Aquitaine, avec le Pépite, mais avec aussi d'autres accompagnateurs. Je ne sais pas si toi aussi, tu t'es fait accompagner. Oui. En fait, faites-vous accompagner. Il y a des structures qui sont là pour ça, qui sont compétentes, ouais, qui mettent en réseau, qui ouvrent les portes. Donc, saisissez-vous de ça. Et puis, je pense que il y a un écosystème, il y a les parties prenantes qui sont là. Et ça, pour le coup, c'est optimiste de se dire que tout le monde s'engage sur ces sujets. Alors, je vais le faire sans micro. Je te remercie beaucoup, Mohamed, parce que je... Nicolas, je pense. Ah oui, pardon. Pardon, oui, Nicolas. Après, je pense qu'il y a une place pour tout le monde, hein, puisqu'on est là. Il y a forcément une place pour tout le monde. Après, on ne sait pas forcément laquelle. Il y en a beaucoup qui ne savent pas quelle place ils ont dans cette société. Après, effectivement, il y a plusieurs moyens, hein. La mise en réseau, effectivement, c'est un vrai plus, hein. Échanger, se connecter. L'inclusivité est un plus, bien évidemment, hein, pour l'entreprise. Elle est souvent colorée de social aussi. Qui dit entreprise inclusive dit forcément entreprise sociale. Mais une chose est sûre, comme tu le disais aussi tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui vient, c'est quelque chose aussi de très personnel. C'est comment on trouve comment on trouve les ressources de créer quelque chose. Forcément, ce sera quelque chose qui vous ressemblera. Et si en plus cette structure est inclusive, arrive à dégager des moyens pour être inclusive, parce que l'inclusion, c'est aussi un coût. Hein, faut pas, c'est un réel coût économique, bien évidemment. Bon, ouais, aussi, bien évidemment. C'est un investissement aussi, merci, monsieur le professeur. Et voilà. Après, je veux également dire répondre à la question que tu posais là tout à l'heure. Il y a la question de l'enthousiasme. Pourquoi l'entreprise inclusive, on n'a pas le choix non plus. C'est la voie. Il faut y aller avec le cœur, avec le sourire, avec l'envie. Et effectivement, tout est possible. Tout est possible. Il faut le savoir. Donc maintenant, vous le savez. Donc bon courage, à très bientôt, sans doute. On peut les applaudir. Un grand merci. Restez avec nous, d'une part, parce que c'est très intéressant, d'autre part, parce que d'ici quelques minutes, il y a un petit cocktail offert dans le hall de l'université. Mais surtout, merci pour la transition, Mohamed et Nicolas. Vous avez parlé de jeunes générations, de faire bouger les lignes. Marlène et Armandine l'avaient évoqué aussi. Et vous ne croyez pas si bien dire, puisqu'on a 3 ambassadeurs et ambassadrices ce soir, Lucas, Clément et Lola, je crois, qui vont nous présenter leur projet entrepreneurial. Ils ont été accompagnés donc, par Epiteka et Entreprendre pour apprendre. Et leur projet s'inscrit directement dans le cadre de l'inclusivité. Et vous allez nous parler de votre projet qui s'appelle Talents Forge. Messieurs, dames, à vous. Vous voulez pas rester debout Moi, je peux. Ça donne l'énergie. La demande unanime, on va se mettre debout. Vous avez un petit peu galéré avec le fil, on s'est dit, bon, ça va faire, ça ne va pas trop prolonger. Bonsoir à tous. Du coup, je nous présente, donc Clément, Lucas et Lola. Donc du coup, effectivement, on en a parlé depuis le début de cette soirée. Il y a eu quand même beaucoup de stéréotypes qui ont été évoqués sur l'entrepreneuriat. Désolé, on n'échappe pas à la règle. Donc on va vraiment vous parler de ça de manière générale, mais il faut savoir aussi que
vous avez été aussi porteur d'espoir avec vos messages tout à l'heure. Et David avait posé la question justement de cette dimension de l'avenir et du futur. Et sachez que nous aussi, donc même si on a des âges qui répondent à ce stéréotype, on est dit 30-35 ans, on est quand même aussi intéressé vers cette nouvelle dynamique et on s'y intéresse et on fait en sorte d'œuvrer pour faciliter l'inclusion de tous et toutes aujourd'hui. Donc je vais un peu présenter la Talent Forge, puis après je laisserai la parole à mes compères. Du coup, la Talent Forge, on est une entreprise qui travaillons dans l'influence dans le secteur du gaming, donc tout ce qui va être YouTube, Twitch, etc. Donc là, on est sur un secteur qui est très récent, et qui dit très récent dit des stéréotypes encore plus renforcés, on va pas se mentir. Mais effectivement, l'avantage, c'est qu'on est aussi dans un secteur qui est ouvert et qui a conscience de cette évolution-là, et on œuvre pour cela de manière générale. Donc aujourd'hui, on a fondé Talent Forge avec Lucas, et Lucas est un grand ambassadeur de l'inclusivité, notamment grâce à son parcours. Ambassadeur, bon. Non, j'ai un profil un peu atypique puisque j'ai grandi en fait avec des parents sourds. Mon père en tout cas est sourd et ma mère entendante, mes grands-parents sont sourds. Si jamais vous avez vu un petit peu La Famille Bélier, le film, ça va être un cliché, c'est la vraie vie, en tout cas pour moi. Donc j'ai beaucoup accompagné, que ce soit mon père, mes grands-parents dans des rendez-vous, des choses comme ça. Ou donc dès le début en fait, je suis dans le bain très jeune à devoir sensibiliser, accompagner, intervenir auprès d'adultes, alors que moi j'ai 10 ans, donc je ne sais pas de quoi je parle, mais c'est très bien. Et donc en fait, dans notre projet professionnel, tout de suite est venue l'idée de, il faut aussi que moi j'ai envie d'emmener ce que je connais, donc comme vous le disiez aussi, il faut que ça me ressemble. Donc moi je voulais accompagner déjà les personnes en situation de handicap, notamment sur la surdité. Donc là en fait, tout de suite, il y a deux mondes. Vous, entendant, vous avez déjà la connaissance de ce qu'est un influenceur. Potentiellement, vous savez aussi comment ça marche derrière avec des managers, peut-être une agence, des choses comme ça. Majoritairement, les personnes sourdes vivent dans leur univers et n'ont pas conscience, en fait, de comment ça fonctionne, l'influence. Beaucoup utilisent les réseaux pour communiquer. Beaucoup aussi arrivent à fonctionner et à avoir une très grosse communauté sur les réseaux sociaux et souhaitent en vivre, mais ils ne savent même pas comment ça fonctionne derrière, et du coup, ils y vont un petit peu à l'aveugle, en se disant bon, je vais tenter par là, peut-être que ça va marcher. L'idée, en fait, de Talent Forge aussi, donc au-delà d'avoir des personnes valides qui connaissent très bien le métier ou qui connaissent leur secteur, c'est aussi d'accompagner ces personnes en situation de handicap en essayant de faciliter un petit peu la relation avec les marques, aussi sensibiliser sur le fonctionnement en fait d'une agence et comment ça marche dans l'influence et que ça marche pas en claquant des doigts. Surtout qu'en plus de ça, on a rencontré énormément de sourds, en tout cas moi j'ai rencontré beaucoup de sourds, qui pensaient en fait que il suffisait juste de dire bah oui, j'accepte, donne-moi tant d'argent et ça marchera comme ça et ça ira très bien. Je vais faire exactement ce que je veux. Et puis même si ça te plaît pas, c'est pas grave. Sauf que bah non, toujours pas. Donc il y a un vrai besoin de sensibiliser là-dessus. Et donc moi, ma partie du travail, c'est beaucoup de passer énormément de temps en visioconférence avec eux pour signer, expliquer, sensibiliser, avant même de parler de projets à long terme, moyen terme, d'évolution professionnelle, et ainsi de suite. Donc nous, on apporte ça avec la Talent Forge, où on essaye de donner cette situation, enfin d'améliorer cette situation pour la surdité en tout cas. Et récemment, on a essayé aussi d'ouvrir encore une branche sur le handicap, sur l'aspect moteur, où là, en fait, on a rencontré un talent qui n'a pas du tout les mêmes besoins qu'une personne influence valide. La personne valide, généralement, va aller chercher des besoins financiers pour vivre, en fait, et caler sa vie de tous les jours. Lui, en fait, son besoin, c'est d'améliorer son fauteuil, le transport pour aller sur des événements, pouvoir aussi se sentir un peu plus valorisé quand vérifie que, par exemple, l'événement lui-même soit vraiment dans les meilleures conditions pour qu'il puisse y aller avec son fauteuil. Donc, il y a tout ça en fait, notre part aussi, elle passe dans, aussi, il faut qu'on aille chercher les organisateurs, échanger avec eux, les sensibiliser aussi sur ces handicaps qui, même s'ils sont dans notre quotidien, beaucoup n'ont aucune idée du fonctionnement et des problèmes que rencontrent ces personnes-là. Donc, voilà un petit peu ce qu'on fait avec Talent Forge. Et Lola va venir rajouter son expérience de l'événementiel. Je te laisse la parole.
Alors, je tiens juste à préciser aussi que Talent Force accompagne des talents féminins en plus des personnes de profil masculine. Vous l'aviez très bien dit, le milieu de l'entrepreneuriat, ça reste un milieu qui est majoritairement d'hommes. Et donc, je pense que ça se voit aussi, cette difficulté d'arriver dans l'entrepreneuriat est évidente. Et c'est pour ça que je vous remercie tous pour vos témoignages. Et c'est vrai que pour ma génération, celle d'encore après moi, voir beaucoup de talents, qu'ils soient masculins, mais aussi d'avoir cette présence féminine dans l'entrepreneuriat et avec ces personnes, comme vous dites, qui deviennent des rôles modèles un petit peu malgré elles. Et c'est grâce à ça que moi aussi et que nous aussi, on arrive à se lancer dans le secteur de l'entrepreneuriat. Talent Forge accompagne aussi ces créatrices de contenu par le biais de l'influence qui peuvent se faire un accès aussi dans ce milieu-là avec des portes qui normalement sont un petit peu plus fermées que pour les talents masculins et c'est ce que font très bien au quotidien Clément et Lucas sur tout leur travail d'accompagnement aussi avec ces talents féminins mais aussi tout ce qui va être l'inclusivité, l'inclusion dont les personnes en situation de handicap cognitif et moteur aussi. C'est vrai que sur l'événementiel, pour arriver un petit peu sur ce qu'on fait aussi, on voit de plus en plus, donc nous c'est plutôt tourné jeux vidéo, mais dans les événements de façon générale, où en fait on se rend compte que la place de l'inclusivité arrive de plus en plus sur le devant de la scène et ne reste pas uniquement quelque chose qu'on réfléchit. Quand on pense l'événement, on va avoir par exemple sur des conventions, sur des salons, des pôles entiers réservés à tout ce qui va être l'accompagnement de personnes sourdes et malentendantes, mais aussi de favoriser les accès PMR. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup de plus en plus dans les entreprises ou dans les magasins où on va avoir justement cet accès qui est favorisé et qui devient une norme qui n'était pas, comme vous l'avez dit, professeur, quelque chose qui avait été mis de côté pendant très longtemps et maintenant ça revient et c'est quelque chose sur lequel beaucoup de personnes travaillent et on salue aussi ce travail-là. Mais c'est vrai qu'on accompagne, et c'est cette volonté-là aussi, d'avoir cette diversité de profils, que ce soit par notre parcours dans l'entrepreneuriat et les difficultés face auxquelles nous avons été confrontés et les personnes de notre entourage aussi, puisque vous le disiez, cette volonté de s'investir aussi, elle vient d'un parcours qui nous est personnel. Et j'adore ce que vous avez dit, mais vous disiez que on peut se concentrer sur quelque chose qui nous embête ou quelque chose qui nous tient à cœur, et c'est dans ça qu'on s'est lancé avec les garçons, justement. Donc, non. Je ne sais pas si il y avait des questions, comment tu... Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce projet? Non? Alors, je vais en profiter pour vous remercier tout d'abord, cher public en présentiel, public en distanciel, parce que sans vous, l'événement il y aurait eu de l'écho. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Merci à nos 4 intervenants, à Eric Dugas, professeur donc à l'université, à Anaïk Juizy, Annabelle aussi également pour l'organisation, ainsi que l'Université de Bordeaux pour l'accueil. Et puis, on vous donne rendez-vous sans plus tarder pour un cocktail, histoire de poser toutes vos questions, de faire la rencontre et du lien entre vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.